Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve à l'intérieur du palais du festival parce qu'il y a beaucoup de vent dehors pour parler de Merci d'être venu d'Alain Cavalier qui est présenté à la quinzaine des cinéastes et qui était personnellement le film que j'attendais le plus, je pense, pendant tout le festival en tant que grand admirateur de Cavalier. Mais avant, je tenais à signaler, j'ai oublié de le faire hier, que nous avons, comme l'an dernier, un podcast d'entretien pendant le festival intitulé À l'ombre du festival, qui est sur un peu toutes les plateformes de streaming où vous écoutez habituellement vos podcasts, qui est cette année dirigé par Lucas Monguet. Il y a déjà eu un épisode avec une membre du collectif 50-50, donc je vous invite à aller suivre ce podcast. Mais donc merci d'être venu, titre mais toi aussi, Marin. Oui, pardon, je suis accompagné par Josué Morel pour parler de ce film. Merci d'être venu. Effectivement, le titre est un peu un programme. C'est vrai que de loin, on sentait avec ce titre que c'était une forme d'adieu, peut-être aussi, on en parlera. Et c'est donc la suite du journal filmé d'Alain Cavalier. C'est vrai que ces 10 dernières années, il a un peu alterné entre les formes du portrait plus traditionnel dans 6 portraits XL et dans l'amitié, qui était quand même un peu dans la continuité des 6 portraits XL, et des films plus centrés autour d'un sujet ou d'un thème comme Être vivant et le savoir et Le paradis. Et là, on est sur un film qui serait plus... ancré dans une forme de quotidien, mais qui va traverser comme ça une dizaine d'années depuis Pater jusqu'à aujourd'hui. Oui, donc pour expliquer, c'est-à-dire qu'en fait on voit aussi des scènes qui ont été tournées, des plans qui ont été tournés. Il y a aussi des chutes. Voilà, des chutes, notamment de la préparation de Pater. Au début du film, on voit aussi la présentation, les coulisses de la présentation du film à Cannes. Et c'est vrai que pour celles et ceux qui ont vu les films d'Alain Cavalier, il y a une sorte de tracé comme ça sur la filmographie de ces 10-15 dernières années, puisqu'on repère aussi des figures qui apparaissent dans Le paradis, et évidemment dans Être vivant et le savoir. Donc en effet, du coup je rebondis, parce que moi je trouve ça pas simple de décrire le film et de dire d'emblée, bon, toi tu l'attendais beaucoup, moi je trouve ça sublimissime et je suis un peu intimidé d'en parler. Je suis un peu bouleversé. Ouais, moi aussi. Je dois dire. J'ai pleuré plusieurs fois. Je trouve le film vraiment très très beau. Mais c'est très difficile de définir en fin de compte l'horizon du film, de le rattacher à un champ précis, parce que tu disais il y a des sujets où il y a des figures en effet autour duquel se construisent ces derniers films. Même par exemple Le paradis, c'est un peu compliqué parce que c'est à la fois il filme un peu une famille et puis il décide de faire avec 3 fois rien, de reproduire l'Odyssée et de revenir aussi à une espèce d'essence mythologique, mais en même temps avec des figurines, des courges, etc., avec le jeu de la matière qu'on connaît dans le cinéma d'Alain Cavalier. Là il y a quelque chose qui change et qui fait que pour moi c'est justement son plus beau film depuis Le paradis, je pense. C'est que le film est construit uniquement sur des chutes. Et c'est-à-dire qu'en fin de compte, il n'essaye pas de circonscrire le quotidien d'un boulanger, d'un cordonnier. Il y a des micro-portraits comme ça d'ailleurs au fur et à mesure dans le film. Il y a des chutes, mais il y a aussi quand même des portions de son journal filmé au jour le jour, parce que Cavalier filme tous les jours, même si la plupart de ce qu'il filme ne se retrouve jamais dans un film. Mais ce que je veux dire, ce qui est retenu ne l'est pas dans une perspective de raconter spécifiquement ces 15 dernières années. D'ailleurs, pourquoi il commence à Pater, c'est un peu mystérieux. Pourquoi il commence à ce moment-là? Il aurait pu commencer 5 ans avant, 5 ans après. J'ai l'impression que quand même, ce qui guide, on va dire, voilà, un peu la structure du film, c'est vraiment une logique de fragments, de couleurs, de raccords. Alors, c'est aussi la difficulté de parler de ce film-là, c'est que moi, il y a vraiment des choses que je trouve absolument sublimes, et en même temps, ça impliquerait de décrire des choses dont je préfère, je n'ai pas du tout la culture du spoil, et on n'est pas face à un film à récit, mais en tout cas de préserver une espèce de forme de virginité face à la surprise de ce qu'on voit, parce que parfois, c'est simplement voir un être vivant en action dans le plan, et donc il y a une espèce aussi de surprise documentaire. Mais pour donner un ordre d'idée, sur l'idée presque de collage, d'association, à un moment, il y a juste un plan où Alain Cavalier regarde le ciel et dit en anglais à quel point c'est un bleu merveilleux. Et le plan suivant, il filme quelque chose de très étrange. Il filme un morceau de papier toilette dans lequel il s'est mouché parce qu'il a saigné du nez dans un taxi. Et en fait, il y a une espèce de réponse, de correspondance entre la perfection du bleu du ciel et la perfection de ce rouge qui est tellement parfait qu'il a décidé de le coller à sa vitre et de le regarder. Qui est baigné par des rayons de soleil. Et qui est baigné par des rayons de soleil. Et c'est vraiment un film, moi je trouve, un peu de ravissement plastique qui se télescope alors avec quelque chose
qui fait que, je ne sais pas si on peut dire que Cavalier a des détracteurs, mais parfois, même dans la critique, on a pu gentiment se moquer de Cavalier, parce que ce qui est merveilleux chez lui, c'est vrai que c'est un peu un ravi de la crèche, quoi. C'est-à-dire, il voit un enfant traverser un passage piéton, il trouve ça miraculeux, il trouve que c'est la chose la plus belle qui ait jamais été faite. D'ailleurs, il le dit lui-même à un moment, il dit comme ça, qu'il a écouté une conversation assez humblement, PMU, et il dit aussi je suis doué pour vivre, en tout cas pour accueillir un peu ce qui se passe autour de moi, quoi. Tout à fait. Alors, ce qui est très très beau, je trouve, dans le film, c'est que c'est cette idée du rapport entre vivre et filmer, quoi. Sauf qu'en fait, j'ai l'impression que ce que raconte le film derrière sa dimension assez joviale, alors que c'est pourtant un film à certains égards qui est assez macabre, hein, c'est-à-dire qui est quand même ponctué par une série de morts, mais même, alors notamment il y a un plan qui est étonnant, parce que c'est presque un plan comique, c'est quand il filme un véritable cadavre qui est celui de son frère, et il le fait pour convoquer une anecdote et un petit mot, quoi, d'une certaine façon. Il le filme pas du tout avec une espèce de détresse de quelqu'un qui a perdu un être cher. La mort a toujours été assez frontale. Tout à fait. Chez Cavalier, il y avait un autre film d'ailleurs avec un cadavre d'humain. Oui, tout à fait. C'est pas la première fois. Un court-métrage. Il a quand même fait un film entier sur un fantôme qui est Irène, quoi. Donc cette question du journal, elle est toujours traversée par les fantômes, et notamment son propre devenir fantomatique, puisqu'il se filme beaucoup dans un miroir en ombre, et qu'il essaye un peu de... Voilà, c'est là où, à mon avis, le film dévie un peu de cet axe jovial, c'est-à-dire que ce que raconterait en fin de compte le film un peu en filigrane, c'est que bien vivre sa vie, c'est préparer sa mort. Et que c'est ça aussi filmer. C'est à la fois filmer l'émerveillement, et c'est toujours filmer un peu la dernière fois. Alors là où il y a un aspect un peu, et je te passe la parole, qui m'a surpris, et en même temps où je trouve le film assez fort et passionnant, c'est comment justement dans sa quotidienneté, il capture quelque chose de son couple, son concubinage, avec Françoise Vinoff, et qui a quelque chose d'assez beau dans le film, c'est qu'il montre aussi la cruauté d'un vieux couple marié. Et la cruauté de quand on aime vraiment quelqu'un avec qui on a passé des dizaines d'années, en même temps il y a une espèce de... haine, le mot serait un peu fort, mais en tout cas d'acidité qui se joue dans des interactions, et qui a aussi une forme de malice du metteur en scène, du filmeur, qui peut virer un peu à la mauvaise farce par moments, ou presque il y a des pics d'humour noir, d'une certaine façon. Et je trouve le film, sur cette mise à nu, c'est à la fois très très beau, comment il se filme un peu comme un enfant, tout le temps émerveillé de voir le ciel, la mer, l'étendue, le vivant, les pommes, les courges, et en même temps dans une forme de mise à nu aussi sur la matérialité de son quotidien et de la trivialité de ses rapports avec sa compagne. Et ouais, le film est assez désarmant et assez passionnant dans ces embranchements-là, quoi. Et sur la matérialité du quotidien, il faut peut-être redire aussi la singularité d'Alain Cavalier, parce que j'ai parlé de journal filmé. C'est vrai que celui de Cavalier ne ressemble pas du tout à ceux de Jonas Mekas ou Ross McElwee, pour citer deux cinéastes que j'aime beaucoup aussi, puisque dans ces deux cas, que ce soit Ross McElwee ou Jonas Mekas, même si les films sont très, très différents, sont des gens qui filment leur quotidien et qui en fait ensuite découvrent les images au montage et enregistrent une narration à ce moment-là. Oui. Or la différence avec Cavalier, c'est que Cavalier parle en filmant. Ouais. C'est-à-dire que la voix off est en direct, et il y a comme ça ce sentiment de pur présent qui n'est pas quelque chose d'habituel dans le documentaire à la première personne, qui justement est souvent raconté depuis la salle de montage, qui moi me bouleverse, parce que voilà, je trouve que le cinéma documentaire aussi est très beau quand il s'approche comme ça du présent, quoi, cette manière de chasser le présent que permet parfois plus le cinéma documentaire que le cinéma de fiction, et d'autant plus que en fait la pensée au présent de Cavalier est extraordinaire. Enfin, pour moi c'est vraiment un poète, Alain Cavalier, qui invente des phrases comme ça très, qui sortent très naturellement de lui, qui racontent soudain une sensation, un sentiment extrêmement précis, une façon de voir le monde que j'ai pas l'habitude d'éprouver ce genre de choses, et qui va de pair avec sa manière de tourner, puisque pour Cavalier c'est vraiment très important que la caméra soit fixée sur l'œil. Il ne filme pas à bout de bras, c'est vraiment le ciné-œil, et on le voit à plusieurs reprises dans des reflets. Il y a comme ça effectivement cette sensation dans ses films, alors même que quand même il compose, c'est pas extrêmement brut, dans le sens où il filme pas en marchant beaucoup, par exemple. Il installe quand même vraiment ses cadres, et néanmoins on a vraiment cette sensation de partager le regard, partager une intimité de quelqu'un, et voilà, tout en restant très
très pudique, je trouve. Enfin, je sais pas, il a trouvé comme ça une espèce de ligne un peu parfaite de vulnérabilité, de partage absolu. Et en même temps d'une certaine pudeur dans sa manière de dévoiler des différentes portions de sa vie. Par exemple, dans le film qui se passe sur une quinzaine d'années, on n'a aucun marqueur. Il n'y a pas de narration qui va nous dire à peu près quand on se dirige. Ça va être vraiment des petits épisodes où on saute comme ça allègrement, sans toujours savoir d'ailleurs qui sont les personnes qu'on voit. Parfois on recolle les morceaux quand on a vu des films dans lesquels ces protagonistes apparaissaient déjà, mais parfois on rencontre des gens, on se dit mais comment connaît-il ce type je pense notamment à un haltérophile dont on comprend à la fin de ce petit segment pourquoi il l'a filmé, parce qu'on se dit c'est totalement incongru, un homme comme ça extrêmement musclé, extrêmement tatoué. Et il y a comme ça une... Alors, je peux revenir un truc parce que je trouve ça hyper intéressant ce que tu racontes sur la poétique, et ça me fait prendre conscience de quelque chose qui est en fait assez évident sur Cavalier. C'est que j'ai l'impression à la fois qu'il y a une espèce d'épure de son dispositif, il y a un peu un plan, il va raconter quelque chose, mais qu'en fin de compte il cherche toujours une espèce de dialectique avec lui-même. C'est-à-dire soit de dialectique vraiment en se filmant, en se dédoublant avec son ombre, soit de dialectique, alors ça c'est très très beau dans le film, où il y a deux personnes qui se filment en même temps, et ça c'est quelque chose de récurrent aussi chez lui, qu'il faisait notamment dans Pater avec Vincent Lindon, qui prenait aussi la caméra, et là qui fait avec sa compagne, c'est-à-dire notamment toutes les scènes dans l'hôpital où il y a un peu un jeu de comment on se dit au revoir et chacun tient la caméra, ou comment on se reflète. Mais ce qui est beau en fait, c'est que cette dialectique avec soi-même, elle passe aussi par la voix. Parce que ça, je sais que c'est parfois quelque chose sur Cavalier qui a pu décontencer les gens, c'est l'impression parfois d'une redondance, c'est-à-dire il va voir un petit poussin, il va faire « Oh, le beau petit poussin », mais dans le même temps, ce qui est très curieux, c'est que parfois le commentaire va travailler une espèce de petit décalage, ou de petits ponctum comiques comme ça, une espèce de des petites trouvailles humoristiques, ou alors au contraire un léger décadrage, et du coup je pense qu'il recherche quelque chose comme ça, c'est-à-dire une interaction entre son œil et ce qu'il est en train de filmer, et que parfois la voix est d'une certaine manière une manière de polir presque son regard, de l'affiner, de le préciser. Et donc en effet, oui, ça crée une espèce de forme de poésie, mais ce qui est curieux, c'est que c'est pas toujours selon les mêmes modalités à chaque fois, quoi. Ça varie, il y a même un plan qui est assez étonnant, où en fait il explique le regret. Il aurait voulu filmer quelque chose, il aurait voulu filmer des conversations dans un PMU, et il ne peut pas. Et donc il est à la sortie, il dit qu'il a tout griffonné, il ne restitue pas d'ailleurs le contenu de ce qu'il a entendu, mais il cherche un plan, une alternative où il peut évoquer, et l'évocation de ce souvenir quelque part nous permettrait de vivre ou de ressentir ce que lui-même a ressenti quelques minutes ou quelques heures auparavant. Donc en fin de compte, le film, à partir d'un même principe, va quand même essayer de déplier comme ça, oui, une espèce de poétique en effet. Et pour repartir de la voix, en fait le film est plus ou moins la suite d'un entretien, son dernier entretien à la radio qui était sur France Culture au moment de l'amitié, sur Plan Large, je crois, sur Plan Large avec Antoine Guillot, où l'entretien était très beau et terminait justement par Cavalier qui annonçait je me retire comme ça de façon très pour dire qu'il ne viendrait plus parler ni aux journalistes ni au public. Désormais quelqu'un sortirait ses films pour lui, et en effet Alain Cavalier n'est pas venu au Festival de Cannes pour accompagner le film, et il rejoue cette annonce à l'intérieur du film, et elle est encore qui est magnifique, plus belle qu'à la radio, et très simple aussi comme ça quand il est en tournée pour accompagner l'amitié. Et c'est cette séquence-là qui est très belle, je ne dévoile pas exactement comment elle se déploie. Elle est juxtaposée, enfin elle n'est pas juxtaposée, mais il y a un raccord à la fin de cette séquence qui nous renvoie à une harpiste. Et je dois dire que j'avais jamais vu ce plan auparavant au cinéma, c'est-à-dire que c'est le visage de la harpiste qui est filmé à travers les cordes de sa harpe en très gros plan. Et en fait on a les vibrations des cordes qui viennent comme ça faire dérailler un petit peu différents morceaux du plan, et c'est comme si il employait ce plan, et cette personne, on ne sait pas qui c'est d'ailleurs. Je crois que toi tu as vu une ressemblance entre non, elle mais bon, moi elle me ressemble un peu à certaines photos d'Irène, mais est-ce que c'est pas moi-même qui est en train de faire un espèce de travail mental et de chercher les images originelles. D'ailleurs à un moment le film Cavalier nous invite directement à faire ce travail d'introspection sur nos images, mais je trouve ça très... ça pour dire que vraiment il y a eu c'était un moment vraiment extatique pour moi, où l'émotion de la séquence précédente est venue se loger dans la vibration de ces cordes. Donc je voulais très beau en plus parce que déflorer très légèrement ce plan, oui, non, mais ça arrive à envie de le voir, j'espère. Et ce qui est très beau, c'est que c'est un plan de chute isolé après ce qui pourrait déjà être une fin en soi
et qui serait centré sur lui, qui serait l'ultime, quasiment l'ultime autoportrait de cavalier. Et ce qui est très beau aussi, c'est qu'il y a chez lui une espèce de pudeur dans le dénudement total. Parce que le film va vraiment dans le trivial de filmer son corps. Il a filmé aussi, c'est récurrent ça, dans tous ses films, un peu comme ça, à la première personne, on voyait ça dans Pater, mais dans d'autres, de filmer son devenir cadavre en fait. C'est ça, c'est-à-dire un corps qui vieillit et un corps qui passe de plus en plus à l'hôpital, qui a de plus en plus de problèmes, etc. Y compris aussi le corps de sa compagne, le corps du couple aussi d'une certaine façon. Et comme ça, le film est hanté par des fantômes, mais aussi par lui-même, et on sent qu'il se projette déjà dans un devenir de fantôme joyeux qui fait des farces, quoi, un petit peu. Et que ça serait un peu ça aussi, d'une certaine manière, la finalité du film. Eh ben, merci beaucoup Josué. Et pas de carte blanche aujourd'hui puisque voilà, on n'a pas encore vu les films de la compétition du jour et on avait envie de donner de la place à ce film modeste de la quinzaine. Je tenais juste à rappeler ce que j'ai dit au début de la première vidéo hier, à savoir que nous sortons un nouveau numéro papier en juin et qu'il est disponible à la commande, donc vous trouverez le lien dans la description, et je remercie une nouvelle fois Karim Roussel pour la réalisation de cet épisode, et on se dit à demain pour une nouvelle bulle canoise. À demain.